la différencier par rapport à l'insuffisance rénale chronique. C'est un terme en général qui est abordé plus en néphrologie qu'en réanimation, parce que nous, les médecins réanimateurs, on est tout le temps confrontés à l'insuffisance rénale aiguë, tout en gardant à l'esprit que l'insuffisance rénale aiguë peut révéler l'existence d'une insuffisance rénale chronique jusque-là méconnue. Donc, on va voir ensemble la définition et tous les problèmes qu'on a à définir l'insuffisance rénale aiguë, sa classification et surtout les dernières classifications pour essayer de classer l'insuffisance rénale aiguë. Les principaux types d'insuffisance rénale aiguë, ils sont de 3 types. Donc, on a l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc, on va voir son mécanisme physiopathologique, sa clinique et sa prise en charge, ainsi que l'insuffisance rénale obstructive et celle qui est moins fréquente, mais celle qui pose plus de problèmes de prise en charge, c'est bien sûr l'insuffisance rénale organique, ou plutôt insuffisance rénale aiguë avec atteinte anatomique du rein. Donc là, le rein, il est atteint. Alors que dans l'insuffisance rénale fonctionnelle, le rein, il est jusqu'à une certaine phase, il est anatomiquement sain. On va voir comment on évalue la fonction rénale, surtout dans les services de réanimation, comment pouvoir, parce que il y a certaines clairances qu'il faut avoir, surtout pour, bien sûr, adapter les doses des médicaments qu'on donne sur une insuffisance rénale aiguë, donc il faut faire attention. Le tableau clinique de l'insuffisance rénale aiguë, et il ne faut pas oublier que l'insuffisance rénale aiguë est un syndrome clinico-biologique. Donc, il y a une clinique, on va la voir, et bien sûr, c'est un syndrome aussi biologique. Biologique, donc il y a des perturbations dans le sang et dans les urines. C'est ce qu'on va voir dans la biologie. L'évolution, c'est une insuffisance rénale aiguë, il y a un retard au diagnostic, donc elle risque d'exposer le patient à des complications majeures qui risquent d'emporter le patient, et le traitement qui est à la fois symptomatique et bien sûr étiologique. Donc, l'insuffisance rénale aiguë est une altération récente de la fonction rénale qui engage le pronostic vital du patient. Il engage le pronostic vital du patient à court terme par les complications majeures, à savoir l'hypercalémie, l'OAP, l'acidose métabolique, ça c'est à court terme. Et à long terme, c'est surtout le pronostic fonctionnel, parce que le malade peut garder une atteinte rénale qui peut évoluer vers l'insuffisance rénale chronique et dépendre d'une machine de l'hémodialyse. Donc, on a à court terme, c'est surtout les complications qu'il faut éviter, et à long terme, c'est le pronostic fonctionnel pour éviter, bien sûr, d'aller sur des séances d'hémodialyse en chronique. Donc, cette dysfonction d'organes relativement fréquente, surtout dans les services de réanimation, elle a fait l'objet d'une évolution constante des définitions et des connaissances. C'est-à-dire qu'on assiste à beaucoup de travaux, à beaucoup de publications dans le sens de la définition, de la classification, de la prise en charge, à quel moment il faut dialyser, est-ce qu'il faut constamment dialyser, est-ce que la dialyse peut être prophylactique, tout ça, c'est des connaissances qu'on verra ensemble au fur et à mesure qu'on fera le cours. Donc, ce qu'on va dire, que l'insuffisance rénale aiguë est une diminution brutale de la filtration glomérulaire avec élévation de la créatinine. Autrefois, on disait élévation de la créatinine, de l'urée sanguine. Aujourd'hui, l'urée sanguine n'est plus un marqueur biologique de l'insuffisance rénale, il y a juste la créatinine, et on verra tout à l'heure pourquoi. Et c'est une diminution brutale qui va s'installer en quelques heures à quelques jours. Et on verra tout à l'heure dans la dernière classification qui a eu beaucoup de consensus, c'est quoi les quelques heures et c'est quoi les quelques jours. Donc, cette diminution de la filtration glomérulaire qui est brutale, en général, elle est due à une diminution de la perfusion rénale, parce que le rein est un organe qui est très sensible à l'hypovolémie et dont son débit sanguin dépend beaucoup du débit cardiaque. Et quand il y a une insuffisance rénale aiguë par hypoperfusion, par hypovolémie, un saignement, une déshydratation, etc. Donc, on parle d'insuffisance rénale fonctionnelle. Pourquoi? Parce que à ce stade, le rein il est encore sain. Donc, parce que la cause, elle est pré-rénale. Le rein n'est pas encore touché. Quand il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë par atteinte du parenchyme rénal, là, c'est l'insuffisance rénale organique. Donc, c'est une atteinte du parenchyme rénal. Donc, il y a des lésions, soit glomérulaires, soit tubulaires, soit interstitielles, soit vasculaires. Tout dépend de la localisation de l'atteinte rénale. Mais
Ici, le rein il est atteint, il y a des lésions anatomiques et c'est dans ce stade qu'on peut voir des complications et que le malade peut nécessiter une séance d'épuration extra-rénale en urgence. Le troisième type d'insuffisance rénale aiguë, l'insuffisance rénale aiguë par obstruction, donc c'est l'insuffisance rénale obstructive. Donc ici, il y a un obstacle sur les voies urinaires, donc c'est une insuffisance rénale aiguë post-rénale ou obstructive, mais ici, il faut que soit l'obstacle siège au niveau des deux reins, c'est-à-dire il est bilatéral, ou bien quand le malade est là, un rein unique, donc dès qu'il y a une obstruction des deux reins, donc il y a l'insuffisance rénale aiguë. À ce stade, dans l'insuffisance rénale aiguë, on peut récupérer une fonction rénale, donc à ce stade, elle est réversible, mais il peut y avoir des séquelles. Donc, devant toute insuffisance rénale aiguë, donc le médecin, il doit apprécier sa gravité, il doit chercher l'étiologie et bien sûr, il doit débuter un traitement qui, au début, il est symptomatique. C'est bien sûr, c'est rétablir la volémie et la perfusion. Et un traitement étiologique, bien sûr, il faut chercher la cause et la mettre en évidence et la traiter. Cette insuffisance rénale aiguë, elle peut engendrer des désordres métaboliques dont la gravité, elle est liée à la rapidité d'installation, à la nature de l'atteinte. Est-ce qu'elle est organique? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Cette insuffisance rénale aiguë va entraîner une tension azotée, accumulation dans le sang des produits qui n'ont pas été éliminés par le rein, à savoir l'urée, créatinine, acide urique. Elle va être à l'origine des troubles acido-basiques, surtout une acidose métabolique qui va entraver tout le métabolisme de base de notre organisme. Donc, le milieu, il va se faire en acidose. Cette acidose, elle peut entraîner certains troubles métaboliques, à savoir l'hypercalémie et les troubles d'hydratation, donc à savoir surcharge hydrique qui peut aller jusqu'à l'OAP, l'hypercalémie, l'acidose métabolique. Plus loin, c'est les troubles hématologiques, à savoir les thrombopathies, les hémorragies, parce qu'on sait au niveau rénal, c'est là où il y a la sécrétion de l'érythropoïétine. Donc, l'insuffisance rénale aiguë est un syndrome clinico-biologique, donc désigne un état de groupe d'états, donc dont les mécanismes et l'expression sont variés. Et le point commun des trois types d'insuffisance rénale aiguë, c'est l'interruption brutale du fonctionnement des reins, qui peut être en clinique, mis en évidence, le plus souvent par une oligoanurie. Donc, on parle d'oligoanurie quand la diurèse est inférieure à 400 millilitres par 24 heures, ou plus rarement une anurie, donc cessation totale du débit urinaire, et avec comme conséquence, qu'on a vu tout à l'heure, retention azotée, hypercalémie, OAP, etc. La diminution du nombre de néphrofonctionnels, qui est en général estimée par la réduction du débit de filtration glomérulaire, qu'on va voir tout à l'heure, qu'il est difficile à mettre en évidence, surtout nos moyens actuels qui nous permettent que de faire une évaluation de la filtration glomérulaire, parce que quand on calcule la clairance à la créatine, elle ne reflète pas le débit de filtration glomérulaire, parce que quand la clairance est diminuée, donc déjà, on sait que le débit de filtration glomérulaire, il est déjà diminué de 50%. Et ce qu'on va garder comme principe, c'est que aujourd'hui, la créatinine plasmatique est notre critère, notre paramètre biologique qui va nous guider pour évaluer l'insuffisance rénale aiguë et bien sûr le débit de filtration glomérulaire. Donc, l'insuffisance rénale aiguë, c'est une baisse brutale de la filtration glomérulaire, donc il va engendrer une interruption de l'élimination des déchets et la fabrication des urines. Elle est habituellement réversible après un traitement si on est encore au stade d'insuffisance rénale fonctionnelle. Elle peut être oligoanurique, anurique, mais il ne faut pas oublier qu'on a des types d'insuffisance rénale aiguë à durée conservée. On verra tout à l'heure pourquoi il y a certains types d'insuffisance rénale à durée conservée. Et en pratique, l'élévation rapide de la créatinine, c'est elle qui va nous définir sur le plan biologique l'insuffisance rénale aiguë. Donc, on a deux paramètres, un paramètre clinique et un paramètre biologique. Le paramètre clinique, c'est la diurèse et le paramètre biologique, c'est la créatinine. C'est elle le paramètre biologique qui va nous permettre d'évaluer notre fonction rénale.
Comment classer l'insuffisance rénale aiguë? Il y a plusieurs classifications. Donc, il y a déjà celle qui a eu en premier, c'est la classification de Reifel. Après, il y a eu la classification Akin. Et puis, en 2012, il y a eu la classification Cadigo. C'est elle qui a eu beaucoup de consensus, beaucoup de recommandations. Mais il faut dire que la classification Cadigo, elle dérive de l'évolution et d'études sur l'insuffisance rénale chronique. Et de là, on a établi certains paramètres pour définir l'insuffisance rénale aiguë et de là, pour parler d'insuffisance rénale aiguë et chronique. On va d'abord commencer par la classification de Reifel, c'est celle qui a été décrite pour la première fois par un réanimateur italien, Bellomo, en 2004. Et cette classification, elle a été classée sur 5 stades. 5 stades avec toujours 2 critères d'évaluation. Le critère clinique, c'est les urines, et le critère biologique, c'est la créatinine plasmatique. Donc, il faut toujours avoir un chiffre de base, qui est la créatinine de base de l'admission. En général, l'insuffisance, le bilan, la fonction rénale, on la demande systématiquement pour tous les malades qui sont hospitalisés, soit en service de réanimation, soit aux urgences, soit pour les malades qui vont se faire opérer. Donc, on leur demande toujours une fonction rénale et cette fonction rénale va nous servir de référence. Donc, on va le considérer comme un chiffre de base et dès qu'il y a évolution, dès qu'il y a installation de l'insuffisance rénale, on va se baser sur ce chiffre de base qui est la créatinine plasmatique. La classification Reifel, donc il y a 5 stades, mais on peut prendre 3 stades, c'est l'atteinte rénale, et les 2 derniers stades, ils sont considérés comme des stades de conséquence de l'insuffisance rénale aiguë. Le 4e stade qui est la perte de la fonction rénale, ici on rentre dans l'insuffisance rénale organique. Et là, vous voyez que cette fonction rénale, cette kidney function, va nécessiter au moins 4 semaines d'évolution, 4 semaines de traitement et même 4 semaines d'épuration extra-rénale pour essayer de récupérer. Au-delà du 4e stade, si malgré ça, qu'après 4 semaines de traitement ou d'épuration extra-rénale, notre malade n'a pas récupéré, on va rentrer dans le stade final, un stage kidney dialysis, c'est-à-dire c'est une fonction rénale terminale. Au bout de 3 mois, si votre malade n'a pas récupéré, donc il va entrer dans l'insuffisance rénale chronique. Les 3 premiers stades, le stade de risque de développer une insuffisance rénale aiguë, déjà ici, si on remarque que le malade n'urine pas beaucoup, qu'il urine moindre de 5 ml par kilo par heure sur 6 heures, c'est qu'il a un risque de développer une insuffisance rénale aiguë. Et si vous faites un bilan biologique, que vous le comparez à votre chiffre de base que le malade vous a ramené, s'il y a une augmentation de 1,5 fois par rapport au chiffre de base, donc vous allez dire que mon malade risque de faire une insuffisance rénale aiguë. Donc, le 2e stade, c'est le stade de l'atteinte rénale. Ici, déjà, vous avez votre créatinine plasmatique qui est 2 fois la créatinine de base. Donc, elle a déjà augmenté de 2 fois. Et quand elle augmente de 2 fois, veut dire que votre débit de filtration glomérulaire, il a déjà diminué de 50%. Et si vous avez votre oligoanurie, elle va encore persister au-delà de 12 heures, de 6 heures, on passe à 12 heures. Donc déjà, on est en insuffisance rénale aiguë. Donc c'est le stade d'atteinte de l'insuffisance rénale aiguë. Si votre fonction rénale, si le traitement n'a pas été débuté à ces 2 stades, on va évoluer, l'insuffisance rénale va évoluer vers le stade de la défaillance. Donc, vous allez avoir une aggravation de votre bilan biologique et votre créate plasmatique va tripler par rapport au chiffre de base. Donc, elle va augmenter et votre filtration glomérulaire va encore être diminuée, elle va encore diminuer. Et la diurèse va encore diminuer à 3 ml par kilo par heure sur 24 heures, voire une anurie qui va persister au-delà de 12 heures. Donc, on a vu les 3 stades de l'atteinte rénale. Donc, on a un risque de développer une insuffisance rénale, une atteinte rénale et une défaillance rénale. Ce qu'il faut retenir que l'insuffisance rénale aiguë dans les services de réanimation, elle n'est jamais seule. Elle est en général associée à d'autres atteintes, ce qui fait la gravité de cette insuffisance rénale aiguë. La différence des services de réanimation des autres services de médecine,
eux, ils peuvent avoir une insuffisance rénale isolée. Mais nous, en général, on a une insuffisance rénale aiguë qui se voit dans un tableau d'atteinte multiviscérale. Donc, on a vu les 3 stades d'atteinte de l'insuffisance rénale aiguë. Et si l'insuffisance rénale aiguë va évoluer au-delà de 4 semaines, donc on va rentrer dans le stade de la perte de l'atteinte rénale. Donc, c'est une atteinte organique. Donc, le malade aura besoin des séances d'épuration extra-rénale. Et si l'évolution n'est pas favorable, si l'atteinte rénale persiste au-delà, donc si elle est supérieure à 3 mois, donc on va rentrer dans l'insuffisance rénale chronique. Ça, c'est la classification Reifel qui a une sensibilité et une spécificité. Elle est classée sur plusieurs stades. Elle va de l'atteinte rénale à l'insuffisance rénale irréversible, qui veut dire l'insuffisance rénale chronique. Elle est de haute sensibilité, haute spécificité, parce que ça vous permet de stadifier votre malade et de poser un traitement précoce. Elle prise en compte de la fonction rénale antérieure, donc il faut toujours avoir un chiffre de base de la créatinine antérieure pour pouvoir comparer et définir l'insuffisance rénale aiguë. Plusieurs définitions des critères de débit de filtration glomérulaire et on va voir, on a l'évaluation de l'insuffisance rénale aiguë, on a la formule de Cancroft et Colt, le MDRD, et on va voir les dernières mises à jour dans l'évaluation de la fonction rénale. La deuxième classification, c'est la classification Akin. C'est la même chose que le Reifel. Ici, la différence par rapport à le Reifel, c'est qu'il n'y a que 3 stades. Le stade clinique, le critère clinique, c'est-à-dire la diurèse, il est identique, il n'y a pas de différence, c'est la même chose, c'est les 3 stades de l'évolution de la diurèse jusqu'à l'anurie. Et sur le plan biologique, sur le plan créatinine plasmatique, donc le stade 1, dès que vous avez une augmentation, si elle est supérieure à 26,4 micromoles par litre de créatinine plasmatique, en sachant que la créatinine plasmatique normale, elle va de 60 à 110 micromoles par litre. Donc, si vous avez un chiffre de base et qu'il y a eu une augmentation supérieure à 26,4 millimoles par litre, donc déjà vous êtes au stade 1 de l'atteinte. Donc, il y a ici un risque de développer une insuffisance rénale aiguë. Le stade 2, c'est quand vous avez une augmentation de la créatinine plasmatique qui est entre 2 et 3 fois par rapport au chiffre de base. Donc ici, vous êtes en insuffisance rénale aiguë, donc c'est une atteinte rénale. Et le stade 3, c'est quand vous avez une insuffisance rénale qui est supérieure à 3 fois le chiffre de base ou bien une augmentation de 44 micromoles par litre. Le stade 1, c'est 26,4 micromoles par litre et le stade 3, c'est une augmentation supérieure de 44 micromoles par litre ou bien vous avez carrément une créatinine plasmatique qui est supérieure à 354 micromoles ou bien ici dans le stade, vous pouvez avoir des chiffres qui ne sont pas élevés, qui ne vont pas atteindre le 354 micromoles par litre, mais vous avez des critères d'épuration extra-rénale. C'est-à-dire que je peux être ou un chiffre qui est juste 2 fois par rapport à la créatinine de base, mais j'ai un malade qui est anurique de plus de 12 heures, j'ai un malade qui commence à faire de crépitant, il commence à faire de surcharge, donc j'ai des critères d'épuration extra-rénale. C'est ça le nouveau par rapport au Reifel. Reifel ne vous dit pas à quel moment il faut dialyser. Ici, le 3e stade, si vous avez un critère d'épuration, donc vous êtes au stade de défaillance de l'atteinte rénale. Ça, c'est la deuxième classification qui ne diffère pas beaucoup de Reifel. Donc, elle est classée sur les 3 stades, on les a vus. Donc, 3 stades avec un critère biologique, c'est la créatinine plasmatique avec toujours une créatinine de base et le critère clinique qui est bien sûr la diurèse. On arrive à la dernière classification qu'on appelle classification Cadigo, qui a été établie par un groupe d'experts et qui ont travaillé sur l'insuffisance rénale aiguë et par la suite, ils ont établi des recommandations qui ont été publiées par la sphère, par la CRLF en 2015 et de là, tous les cliniciens utilisent ces critères pour définir l'insuffisance rénale aiguë. Donc, la défaillance rénale dans le Cadigo, il y a toujours 3 stades, 3 paramètres. Ici, la différence, c'est qu'il y a
le timing, c'est-à-dire on parle d'insuffisance rénale aiguë si j'ai une augmentation de créatinine plasmatique qui dépasse les 26,5 micromoles par litre en 48 heures. C'est-à-dire que le premier jour, il y a eu une augmentation de 12, le deuxième jour, j'ai eu quand même une augmentation de 65 micromoles par litre. Donc, sur les 48 heures, il y a eu une augmentation. Donc, je peux parler d'insuffisance rénale aiguë. Ou bien une augmentation de la créatinine plasmatique qui est supérieure et égale à 1,5 fois la base, la créatinine de base, mais ici, sur 7 jours. Donc, vous voyez, le premier stade, c'est 48 heures. Donc, il y a déjà ici, c'est une insuffisance rénale avec un risque de développer une insuffisance rénale. Oui, il est en train de développer une insuffisance rénale aiguë. Le stade 2, sur 7 jours, si mon malade est encore, la fonction rénale est encore en train de s'aggraver, donc je suis en insuffisance rénale aiguë. Le troisième paramètre, c'est toujours le paramètre clinique, donc c'est la diurèse. Si j'ai une diurèse inférieure à 0,5 millilitres par kilo par heure en 6 heures, c'est aussi un marqueur d'atteinte rénale, donc je suis en insuffisance rénale aiguë. Et les auteurs, ils recommandent d'utiliser ces critères pour définir l'insuffisance rénale aiguë. Et dès que vous êtes en présence d'au moins un de ces trois critères diagnostiques de l'insuffisance rénale aiguë, donc vous pouvez dire que votre malade, il est en insuffisance rénale aiguë. Donc voilà les trois stades de CADIGO, de l'insuffisance rénale aiguë. Ils ne diffèrent de rien des autres stades, seulement ici c'est le délai d'installation de l'insuffisance rénale aiguë, deux chiffres biologiques qui est admis pour parler d'insuffisance rénale aiguë, et vous remarquez que aussi dans le troisième stade, s'il y a nécessité d'épuration extra-rénale, donc c'est un signe de gravité et vous êtes au troisième stade, c'est-à-dire au stade de défaillance rénale. Donc, même si les chiffres ne sont pas très, n'atteignent pas, par exemple, 3 fois la créatinine de base, mais que vous avez des critères d'épuration extra-rénale, donc vous êtes en face d'une insuffisance rénale aiguë avec défaillance. Voilà ici, c'est une plaque qui résume les trois classifications qui sont utilisées dans la définition et dans le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, ce qu'on va dire, on a vu que l'insuffisance rénale aiguë, c'est une diminution brutale de la filtration glomérulaire qui s'installe en quelques heures à quelques jours et que l'atteinte rénale, elle débute d'une agression rénale. Donc, on part de l'agression jusqu'à l'atteinte rénale, jusqu'à la défaillance rénale. Il y a eu beaucoup de publications, beaucoup de travaux dans ce sens. Est-ce qu'on peut considérer l'atteinte rénale comme une défaillance rénale parce que c'est le deuxième stade? Donc, l'atteinte rénale, elle passe par différents stades. Donc, il faut diagnostiquer l'insuffisance rénale précocement pour pouvoir la traiter. Donc, vous voyez qu'elle part d'une agression jusqu'à la dysfonction rénale elle-même. Donc, ça, c'est des éléments de comparaison entre l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. Il y a plusieurs paramètres de comparaison. Il y a le paramètre de l'installation. L'insuffisance rénale chronique, elle s'installe progressivement. On a vu tout à l'heure dans la définition du Reifel, elle va jusqu'à 3 mois, ou au-delà de 3 mois d'évolution. Donc, vous voyez que c'est une installation progressive. Et installation progressive et irréversible. Alors que dans l'insuffisance rénale aiguë, si le traitement il est adéquat et précoce, elle est réversible et elle peut récupérer sans séquelles. En pratique, la baisse de la clairance de la créatinine, l'élévation de la créatinémie, ils sont les éléments de diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë. Et cette insuffisance rénale aiguë, comme elle peut évoluer favorablement, mais elle peut par moment nécessiter le recours à l'épuration extra-rénale. Donc voilà le tableau de comparaison entre l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et l'insuffisance rénale organique. Donc il y a des critères biologiques sanguins, il y a des critères biologiques urinaires, parce qu'il ne faut pas oublier que pour diagnostiquer l'insuffisance rénale aiguë, il faut toujours sonder le malade, il faut toujours éliminer un bloc, un globe vésical. Donc, il faut aller placer une sonde urinaire, faire le recueil des urines et envoyer au laboratoire pour faire la chimie urinaire.
urée, créate, sodium, potassium dans les urines pour pouvoir stadifier et classer notre insuffisance rénale entre l'insuffisance rénale organique et fonctionnelle ou bien s'agit-il d'une insuffisance rénale chronique qui est révélée par l'installation d'une insuffisance rénale aiguë. Donc, il y a des paramètres biologiques, il y a des paramètres cliniques, l'interrogatoire à la recherche de certains médicaments qui peuvent être à l'origine d'une insuffisance rénale aiguë ou bien des malades chroniques qui sont sous traitement chronique et des complications rénales en rapport avec certaines pathologies chroniques et bien sûr sans oublier l'outil échographique qui est aujourd'hui très facile. L'échographie peut se faire au lit du malade et l'échographie va nous donner, d'abord elle va nous permettre d'éliminer un obstacle qui est un outil de diagnostic d'urgence pour éliminer un obstacle sur les voies excrétrices rénales. Elle va nous dire l'état, elle va nous renseigner sur l'état des reins. Est-ce que c'est des reins de taille normale? Est-ce qu'ils sont atrophiques? Est-ce qu'ils sont augmentés? Est-ce qu'il y a hydronéphrose, atrophie, obstacle, pas obstacle? Est-ce qu'il y a une masse? Est-ce qu'il y a un processus néoplasique, etc. pour pouvoir trouver, bien sûr, l'étiologie de cette insuffisance rénale aiguë et qui peut se voir sur un fond chronique. L'évolution, elle est favorable dans l'insuffisance rénale fonctionnelle. Pourquoi? Parce que à ce stade, le rein, il est anatomiquement sain, elle est un peu plus difficile dans l'organique et bien sûr dans l'insuffisance rénale chronique. Soit le malade, il est orienté vers une transplantation rénale ou bien vers un service d'hémodialyse. Donc, voilà le tableau qui va nous permettre de comparer entre l'insuffisance rénale aiguë, organique ou fonctionnelle, avec l'insuffisance rénale chronique. C'est une pathologie qui est quand même fréquente. Elle a une incidence à peu près de 1% des admissions hospitalières, 4 à 15% après chirurgie, à risque, surtout cardiaque, aortique. Là, c'est l'insuffisance rénale aiguë post-opératoire. Parce que là, je suis en train de parler de l'insuffisance rénale d'une manière générale, aux urgences, dans les services de réanimation médicale et dans les services de réanimation chirurgicale. Donc, elle peut être post-opératoire comme elle peut être médicale chez les malades de réanimation. Elle augmente avec l'âge et avec les médicaments et surtout avec la polymédication, surtout dans les maladies chroniques. Et il ne faut pas oublier qu'elle peut être, dans 50%, elle peut être iatrogène en rapport avec des médicaments et l'automédication. Donc attention à l'automédication. Elle reste une pathologie grave et la mortalité, elle est toujours aux alentours de 50%. Malgré les moyens de diagnostic, de prise en charge, elle reste une complication grave, surtout dans les services de réanimation et la mortalité, elle est aux alentours de 50%. 50% pourquoi? Parce qu'en général, elle n'est jamais seule. Elle se voit dans un tableau d'atteinte multiviscérale, un sepsis ou une décompensation cardiaque ou d'autres pathologies. Exemple, actuellement, on est en train de vivre les pathologies comme la COVID-19 et vous savez qu'une des complications qu'on voit souvent dans la COVID-19, c'est l'insuffisance rénale aiguë qui peut même nécessiter une opération extra-rénale. Et l'insuffisance rénale aiguë et sa gravité, elle peut nécessiter, dans 30% des cas, on peut avoir recours à l'opération extra-rénale. C'est pour vous dire que quand même, elle reste une pathologie grave. Le rein, il a plusieurs fonctions. Fonction de régulation du bilan hydroélectrolytique et dans le maintien de l'équilibre acido-basique, dans ce qu'on appelle l'équilibre du métabolisme intérieur, à savoir la régulation du sodium, du potassium, du phosphore, de tous les électrolytes. Il a aussi un rôle dans la régulation de la pression artérielle, surtout par le biais du système rénine-angiotensine-aldostérone, mais le rein, il a plusieurs fonctions avec les autres appareils. Il dépend d'un débit cardiaque, il a un rôle sur l'équilibre acido-basique, hydrique, etc. La sécrétion endocrine, il a le rôle de l'activation de la vitamine D en vitamine D activée, il a un rôle dans la sécrétion de l'érythropoïétine pour la fabrication des globules rouges. Donc, vous voyez qu'il a des fonctions, mais qui sont
partagé avec les autres organes, mais il a une fonction qui est propre au rein, c'est la fonction d'élimination des déchets azotés que j'ai mis en premier. Donc, le rôle physiologique du rein, c'est l'élimination des déchets azotés, régulation hydrique et certains produits, s'ils sont en excès, donc ils sont éliminés grâce au rein. Bon, on a l'élimination digestive, mais qui n'est pas très importante, à l'élimination pulmonaire, mais elle est moins importante, cutanée, etc. Mais l'élimination la plus importante, c'est l'élimination rénale. Que ce soit les thérapeutiques qu'on donne en réanimation, les médicaments, au bloc opératoire, les drogues qu'on injecte, etc. Donc tout ça est jugulé, il est réglé par le rein. Ce petit rein qui est un régulateur de tout le métabolisme intérieur. Du point de vue anatomie, juste un petit rappel. On sait que le rein contient environ 1 million de néphrons qui filtrent le sang et produisent l'urine. Cette urine, elle part de 2 étapes. Une première urine qu'on appelle l'urine primitive, donc elle dérive des glomérules, et une urine définitive, après bien sûr transformation au niveau tubulaire. Donc il y a une élimination de l'urine définitive par le rein avec toute l'élimination des déchets. Le rein, il a une perfusion assez particulière et de là, il devient un organe très sensible à l'hypovolémie, parce qu'on va voir tout à l'heure dans la classification insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, c'est elle la plus fréquente. Pourquoi? Parce que son débit sanguin dépend du débit cardiaque. Il reçoit à peu près 20% du débit cardiaque. Donc, vous voyez qu'il a un débit très important, une demande métabolique élevée, car il va assurer une filtration, une réabsorption sodée avec une pression artérielle, une pression en oxygène qui elle est très demandée, parce qu'il faut quand même une énergie pour fabriquer, réabsorber et élaborer une urine définitive. Et là, on voit que sa PaO2, elle passe d'un chiffre de 50 mm de mercure jusqu'à 10 à 20 mm de mercure. Donc, il a besoin d'un débit sanguin important et il a il n'a pas une capacité d'extraction d'oxygène. Donc, je reviens ici sur le cortex et le médulaire. Au niveau médulaire, vous voyez que déjà la PaO2, elle peut atteindre des chiffres critiques. Donc, si vous avez déjà une hypoperfusion, donc c'est une zone qui ne va pas être perfusée. Indem que la même chose pour le cortex. Le cortex aussi, il a besoin d'un support énergétique. Et si la perfusion va diminuer, donc il va se voir privé d'un débit et la nécrose va s'installer. Et c'est le type le plus fréquent de l'atteinte organique. On va voir de l'insuffisance rénale organique, on parle beaucoup de nécrose tubulaire. Malgré que le terme de nécrose, il est impropre, parce que qui dit nécrose dit mort cellulaire, alors qu'on a vu dans la classification Reifel, on a dit au bout de 4 semaines, le rein peut récupérer une fonction rénale avec ou sans dialyse. C'est-à-dire qu'il va mettre de temps pour récupérer, mais il peut récupérer. C'est une atteinte qui peut être réversible. Donc, 3 conditions sont nécessaires à la formation d'urine. Il faut que les voies excrétrices soient libres, donc il ne faut pas qu'il y ait d'absence. Il faut qu'il y ait des conditions circulatoires normales, il faut qu'il y ait un débit sanguin rénal normal, donc il ne faut pas qu'il y ait d'hypovolémie et d'hypoperfusion. Donc, une volémie et un flux sanguin rénal, il faut qu'ils soient normaux. Et bien sûr, une pression de perfusion normale. Donc, c'est des conditions pour lesquelles le rein va fonctionner normalement, sans oublier qu'il doit être anatomiquement sain. Donc, la physiologie rénale, donc on a dit le rein, il est constitué d'un glomérule et d'un tubule. Donc, le glomérule, c'est là où il va avoir formation de l'urine primitive. Donc, vous voyez, le sang va venir. C'est la filtration qui s'effectue du sang vers le néphron. Donc, ça, c'est la première étape de la formation de l'urine. Donc, il va y avoir des échanges entre le sang du patient et au niveau du flux glomérulaire. Après, cette urine primitive, elle va passer au niveau des différentes cellules
pour subir des différentes étapes, de la réabsorption jusqu'à la sécrétion tubulaire, pour à la fin, il va avoir une formation d'une urine définitive qui va être éliminée. Donc, il va avoir une réabsorption, le rein va réabsorber tout ce qu'il aura besoin. Et cette étape est très importante à retenir. Quand on a une insuffisance rénale au début, le rein va essayer de compenser à la phase de début. Comment il va essayer de compenser? Il va compenser grâce à cette réabsorption. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, au lieu d'éliminer une quantité du liquide qu'il a l'habitude d'éliminer, au contraire, il ne va pas l'éliminer, il va la garder. Et c'est là qu'il va avoir une réabsorption qui va s'effectuer du fluide tubulaire vers le sang. C'est-à-dire, quand il y a une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, le rein va essayer de compenser. Et c'est pour ça qu'il y a une oligoanurie, parce qu'il y a un moyen de compensation. On a dit, on peut être en face d'une insuffisance rénale aiguë oligoanurique ou anurique, mais il ne faut pas oublier, on a dit, on peut avoir une insuffisance rénale aiguë à duresse conservée. Pourquoi le rein a conservé sa duresse? Parce que tout simplement, au niveau de cette phase, il n'y a pas eu de réabsorption. Pourquoi? Cette réabsorption, cette autorégulation, elle n'existe pas chez certains malades qui sont sous inhibiteurs d'enzymes de conversion. Pourquoi? Parce que le système rénine-angiotensine, il est inhibé chez ces malades, donc il n'y a pas de réabsorption, donc les urines vont fuir, donc ils vont passer, mais on aura une urine qui est hypotonique, parce qu'il n'y a pas eu de réabsorption de sodium et de potassium, donc ils vont passer dans le sang, dans les urines. Chez les malades qui ne sont pas sous thérapeutique et qui ont encore ce mécanisme d'auto-régulation, le système rénine-angiotensine va être stimulé par la sécrétion d'aldostérone qui va réabsorber l'eau et le sodium. Et c'est comme ça qu'on a une oligoanurie. Et on va dans les urines doser le sodium et on va trouver qu'on a une natriurèse qui est basse. Pourquoi? Parce que le rein, il a réabsorbé le sodium qu'il a l'habitude d'éliminer en quantité qui est en excès. Donc, il est en train de compenser, de régulariser. C'est ce qu'on appelle la théorie myogénique. Donc, le rein va passer par 3 étapes. Étape de filtration glomérulaire, c'est la formation de l'urine primitive, suivie de 2 phases pour arriver à l'urine définitive qui est éliminée quotidiennement. Donc, voilà la physiologie rénale. Donc, le rein est un organe qui est très richement vascularisé, qui reçoit à peu près un quart du débit cardiaque, le 20%. Il possède une perfusion de luxe avec un transport d'oxygène relativement élevé. Donc, il a un débit sanguin de 200 millilitres par minute. Mais ce qu'il faut retenir, il a une faible extraction d'oxygène, ce qui fait qu'il est très sensible à l'hypovolémie, il est très sensible à la diminution d'oxygène. Et c'est pour ça que l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle s'installe rapidement. Donc, la créatinine plasmatique est un déchet endogène du catabolisme musculaire. On a dit pour évaluer la fonction rénale, pour parler d'insuffisance rénale aiguë, on a 2 critères, 2 paramètres, un paramètre biologique et un paramètre clinique. Ici, le paramètre biologique, c'est la créatinine. Pourquoi la créatinine? Pourquoi? Parce que la créatinine, elle est totalement filtrée par le glomérule, elle n'est pas réabsorbée et elle est très peu sécrétée. Donc, la quantité que vous allez trouver dans le sang, elle reflète exactement à peu près la filtration glomérulaire. C'est un bon reflet. Ce n'est pas un reflet de la filtration glomérulaire, mais elle nous donne un reflet sur la filtration glomérulaire. Quand la clairance à la créatinine est basse, il faut garder à l'esprit que déjà la filtration glomérulaire a diminué de 50%. Donc, à ces conditions, correspondent les 3 mécanismes. Donc, on va voir les 3 types d'insuffisance rénale aiguë que vous avez sûrement vus durant votre passage dans les services de réanimation. Donc, j'ai commencé par l'insuffisance rénale post-rénale obstructive parce que aujourd'hui, elle est très facile à mettre en évidence. Elle relève d'un traitement urgent parce qu'il faut aller lever l'obstacle pour soulager le rein et pour récupérer la fonction rénale. L'insuffisance rénale pré-rénale ici,
le rein, il est anatomiquement sain, donc elle est pré-rénale, le rein n'est pas atteint. On l'appelle aussi insuffisance rénale fonctionnelle, hypovolémique, soit hémorragie, soit déshydratation. Donc le rein, il est hypoperfusé. Et l'insuffisance rénale organique, ou proprement dite rénale, où les lésions anatomiques vont commencer à s'installer à ce stade. Sans oublier que l'insuffisance rénale fonctionnelle peut évoluer vers l'insuffisance rénale organique et on peut avoir l'association des trois en même temps. L'insuffisance rénale fonctionnelle, elle représente à peu près 70% de l'insuffisance rénale aiguë. On a vu tout à l'heure que l'insuffisance rénale aiguë, 50% de cette pathologie, elle est iatrogène. Iatrogène veut dire quoi? Iatrogène veut dire que soit le malade a pris des médicaments qui ont entraîné une insuffisance rénale aiguë, que le malade a été opéré mais qui a été correct, qui a été insuffisamment complet ou qu'on n'a pas pris correctement la correction de la volémie chez ce malade. Donc, elle est fréquente dans 70% et elle est réversible. Et à ce stade, le rein, il est encore atteint. Mais cette insuffisance rénale aiguë, elle peut évoluer vers l'insuffisance rénale organique qui représente à peu près 20%. Et de cette insuffisance rénale organique, c'est la nécrose tubulaire, c'est le NTA, c'est la nécrose tubulaire aiguë qui est la plus fréquente de l'insuffisance rénale organique. Les 10% qui restent de l'insuffisance rénale aiguë, c'est l'insuffisance rénale obstructive en général. Le sujet jeune, c'est les calculs, c'est la lithiase. Et le sujet âgé, il faut aller à la recherche, bien sûr, des tumeurs, processus néoplasiques, fibrose, etc. Sans oublier que ça peut être aussi des complications de certaines pathologies. Donc, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, elle est la plus fréquente. Et à ce stade, l'insuffisance rénale, elle est parfaitement réversible et sans séquelles. Donc, grosso modo, voilà anatomiquement le rein, comment il est constitué. Quand on parle d'insuffisance rénale, pré-rénale, c'est quand l'obstacle ou quand l'atteinte, elle est pré-rénale, donc les deux reins ne sont pas atteints. On parle d'insuffisance rénale obstructive quand l'obstacle siège soit au niveau des urtères, soit au niveau rénal, soit au niveau vésical. Et on parle d'insuffisance rénale organique, tout dépend du siège de la lésion, soit glomérulaire, soit tubulaire, soit interstitielle ou soit vasculaire. Donc, l'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est une diminution du flux sanguin rénal, c'est une hypovolémie, elle est due à une hypoperfusion rénale, et on a dit que le rein, il a un débit sanguin qui est important, dès qu'il est diminué, donc il y a l'insuffisance rénale qui va s'installer parce qu'il a une faible extraction d'oxygène. Le parenchyme rénal, il est intact à ce stade, elle est habituellement réversible, mais attention, s'il y a une mauvaise prise en charge, elle peut se prolonger et évoluer vers l'insuffisance rénale organique. Diminution des volumes intravasculaires, donc elle est en rapport avec une hypovolémie, soit une hémorragie interne chez les polytraumatisés, trauma crânien, hémorragie digestive, complications d'une perforation d'ulcère, complications post-opératoires. Donc, il faut toujours aller placer une sonde nasogastrique et chercher une hémorragie par l'examen de l'abdomen, de l'estomac, etc. Soit c'est des pertes hydrosodées, donc l'hypovolémie, elle peut être perte sanguine, comme elle peut être perte liquidienne, donc soit cutanée, soit digestive, soit rénale, du diarrhèse osmotique, un brûlé, un diabétique en déséquilibre diabétique, une diarrhèse osmotique, digestive, des vomissements. Oui, ça va? Séquestration dans un troisième secteur, soit une pancréatite aiguë, une cirrhose décompensée. Ici, ce n'est pas une hypovolémie vraie, c'est une hypovolémie relative. Les causes de l'insuffisance rénale aiguë, soit une insuffisance cardiaque, soit une embolie pulmonaire tamponnable, puisqu'on a vu que le rein dépend beaucoup de la pompe cardiaque. Donc, dès qu'il y a une imperformance cardiaque, donc ça va retentir sur le rein, sans parler de l'insuffisance rénale hémodynamique, surtout chez les malades qui sont sous polymédication ou comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les inhibiteurs d'enzymes de conversion. Donc, le tableau clinique de l'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est le tableau de toute hypovolémie. Donc, le malade peut présenter une hypotension,
un état de choc, une soif importante. Sur le plan cardiovasculaire, on peut avoir hypotension, tachycardie, s'il a une diarrhée importante ou des pertes digestives, donc perte de poids. Donc, toutes les causes de l'hypovolémie et de l'hypoperfusion. On va passer à l'insuffisance rénale aiguë obstructive, c'est quand il y a un obstacle sur la voie excrétrice. On parle d'un obstacle haut quand l'insuffisance rénale aiguë, elle ne peut être que si l'obstacle il est bilatéral ou sur un rein unique, c'est-à-dire que les deux reins sont fonctionnels. Quand il y a un qui est bloqué, l'autre il est parfaitement fonctionnel, sauf si l'obstacle il est bilatéral sur les deux reins. Et on a vu que l'obstacle peut être bas, donc il existe le plus souvent un globe vésical, donc ça va pousser sur la vessie, soit qu'il y a une tumeur vésicale, soit c'est un traumatisme avec un hématome en rétropéritonéal qui va comprimer sur la vessie et donc bloquer la sortie des urines. Donc là, quand l'obstacle il est haut ou bien quand il est bas, haut c'est au niveau des deux reins, au niveau calicien. En général, c'est la lithiase vésiculaire qui est l'apanage du sujet jeune. Et sur le sujet âgé, on a dit tout à l'heure, c'est surtout les pathologies tumorales, à savoir adénome, cancer de la prostate, les tumeurs de vessie, etc. Donc, le tableau clinique de l'insuffisance rénale obstructive, c'est la douleur lombaire en cas de lithiase. On peut avoir une hématurie, on peut avoir une dysurie, une pollakiurie en cas de pathologie prostatique. Donc, devant toute insuffisance rénale aiguë, pour dire qu'elle est obstructive, donc il faut aller sonder le malade, donc placer un sondage, placer une sonde vésicale pour éliminer un globe vésical. Il faut faire un TR pour voir est-ce qu'il n'y a pas un blindage ou une hypertrophie prostatique, etc. Donc l'examen clinique ici, il est très important pour mettre en évidence l'obstacle. L'échographie rénale aujourd'hui, elle est presque disponible dans tous les services, elle est pratique au lit du malade, donc ça va nous permettre de mettre en évidence la dilatation des cavités rénales pour dire est-ce que c'est une lithiase ou non, et on va rechercher s'il y a une tumeur au niveau vésical ou un hématome, etc. Si l'échographie elle est non concluante, il faut aller à l'uroscan sans injection, donc qui peut nous mettre en évidence l'obstacle. Donc, on va rentrer dans le troisième type d'insuffisance rénale organique, ou on l'appelle aussi une insuffisance rénale parenchymateuse. C'est la forme la plus grave. C'est celle qui va prendre beaucoup de temps pour l'évolution. Ici, le rein, il a des lésions anatomiques, que ces lésions siègent au niveau glomérulaire, au niveau tubulaire, au niveau vasculaire, etc. Mais comme on a vu dans la physiologie rénale, il y a surtout trois étapes essentielles à l'élaboration de l'urine. On a le glomérule, donc il y a l'atteinte glomérulaire. Si il y a une atteinte glomérulaire par des pathologies chroniques ou par des pathologies immunologiques, etc. Donc ici, il va y avoir une atteinte rénale, soit vasculaire, chez les hypertendus, les diabétiques, les microangiopathies, etc., ou bien tubulaire. Donc, le tubulaire, donc c'est la nécrose tubulaire qui est la forme la plus fréquente de l'insuffisance rénale parenchymateuse organique. Donc ça, c'est les sièges de l'atteinte organique, soit glomérulaire, soit vasculaire, interstitielle et tubulaire. Donc, la nécrose tubulaire, c'est la plus fréquente de l'atteinte organique. 80% de l'insuffisance rénale organique, c'est une nécrose tubulaire, ce qui fait aussi la gravité de l'atteinte rénale, puisque l'atteinte rénale passe par des étapes, elle aboutit à la nécrose des cellules tubulaires. L'anurie accompagne souvent les formes sévères et elle va évoluer. Elle va prendre 3 à 4 semaines d'évolution pour pouvoir récupérer une fonction rénale et elle peut nécessiter aussi l'épuration extra-rénale. Ça, c'est le concept de l'ischémie que j'ai expliqué tout à l'heure.
le mécanisme d'autorégulation quand il y a une hypovolémie, une hypovascularisation du rein, comment le rein va essayer de compenser. C'est ce qu'on appelle l'autorégulation. Cette autorégulation, elle passe par plusieurs mécanismes. Donc, on a la théorie myogénique. La théorie myogénique, c'est quoi? C'est la vasodilatation de l'artère de l'artériole efférente pour que le rein va rester perfusé. Donc, il va avoir une vasodilatation à l'entrée du sang pour que le rein soit perfusé le plus possible. Il va avoir une vasoconstruction à la sortie pour garder une masse sanguine importante. C'est ça la théorie myogénique. C'est-à-dire que au niveau glomérulaire, le rein va essayer de compenser grâce à la sécrétion des prostaglandines vasodilatatrices et grâce au système de rénine angiotensine vasoconstruction au niveau de l'artère efférente pour qu'elle va rester le plus longtemps vascularisée. Sauf que chez les malades qui sont sous certaines thérapies, cette autorégulation peut manquer et le rein ne pourra pas faire une autorégulation et à ce moment-là, il va avoir une souffrance et on aura besoin d'aller sur l'épuration extra-rénale. Ça, de point de vue, les déterminants de la filtration glomérulaire, donc ils dépendent bien sûr d'un débit sanguin glomérulaire, d'une pression hydrostatique glomérulaire qui résulte de l'équilibre des résistances des artérioles afférentes et efférentes du glomérule que j'ai expliqué tout à l'heure, vasodilatation en afférente et vasoconstruction en efférente pour que le glomérule reste vascularisé le plus longtemps et bien sûr pression oncotique intracapillaire. Plus il y a la pression oncotique sont élevées et plus le rein va essayer de compenser par cette autorégulation. Et bien sûr, tout dépend du coefficient de filtration. Si le rein, anatomiquement, il y a des lésions importantes, ce coefficient de filtration, qui est la surface de filtration, va diminuer. Ce coefficient de filtration, on le trouve sur les nouvelles machines d'épuration, donc ce qu'on appelle la fraction de filtration, c'est-à-dire la quantité de la surface du glomérule à être efficace pour essayer d'épurer et la filtration d'une quantité des urines. C'est pour ça on part de l'insuffisance oligo-anurique jusqu'à l'anurée, on dépend de cette autorégulation. Si l'autorégulation, elle est importante, le rein va essayer de faire une oligo-anurée pour compenser jusqu'à l'anurée totale, donc quand il n'est plus, quand il ne pourra plus compenser cette hypoperfusion et c'est l'installation des lésions anatomiques. Les causes de cette atteinte organique sont multiples. Donc, on peut avoir une ischémie par choc, surtout comme dans le choc septique, hémorragique, anaphylactique, cardiogénique. On peut avoir des toxicités tubulaires par certains médicaments, produits de contraste, les produits de chimiothérapie, certains antibiotiques qui sont donnés sans surveillance et certaines pathologies chroniques immunologiques telles précipitation intratubulaire et certaines pathologies chroniques. Donc, les autres atteintes de l'insuffisance rénale parenchymateuse, la néphrite interstitielle, les néphropathies glomérulaires, les néphropathies vasculaires sont plus l'apanage de nos collègues néphrologues que les médecins réanimateurs. Et bien sûr, pour faire le diagnostic de l'atteinte rénale organique, donc il faut aller sur l'interrogatoire à la recherche d'une prise de médicaments. Est-ce que le malade a subi une exploration? Est-ce qu'il a pris un produit de contraste? Est-ce qu'il a certaines pathologies? Et bien sûr, on va terminer l'examen clinique après l'interrogatoire par une biologie, recherche de certains paramètres dans le sang et dans les urines. Ça, c'est un schéma qui récapitule l'atteinte et la classification de l'insuffisance rénale aiguë, de l'atteinte rénale, après-rénale et post-rénale, et les différentes
conséquences de cette insuffisance rénale aiguë. On a un tableau ici, c'est les étiologies de l'insuffisance rénale, pré-rénale, la rénale et la post-rénale. Ils sont bien expliqués dans ce schéma. Et bien sûr, chaque fois qu'on est en face d'une insuffisance rénale aiguë, il faut faire un bon interrogatoire pour pouvoir trouver l'étiologie qui est à l'origine de cette insuffisance rénale aiguë. Après avoir examiné le malade, on commence par faire un sondage. Donc, il faut recueillir les urines et faire un prélèvement sanguin pour pouvoir classer notre type d'insuffisance rénale. Est-ce qu'il s'agit d'une insuffisance rénale fonctionnelle ou organique, avec les paramètres qui vont vous permettre de différencier entre les deux insuffisances rénales. Donc, on a l'osmolarité urinaire. L'osmolarité urinaire sur l'osmolarité plasmatique, l'osmolarité de l'urine sanguine, de la créate. On a la natriurèse. Donc, vous voyez ici que la natriurèse, elle est basse dans l'insuffisance rénale fonctionnelle et elle est supérieure à 40 dans l'organique. Ça veut dire que c'est un rein qui ne filtre rien du tout, qui laisse passer tous les électrolytes passent dans les urines. C'est là une diurèse, bien sûr. Donc, on va rappeler juste les 4 fonctions du rein, donc l'élimination, l'hémostasie, la régulation du bilan, etc. On a la fonction importante du rein, c'est la fonction d'élimination qui est assurée tant que le débit de filtration il est supérieur à 30 millilitres par minute. Donc, on va mettre en évidence la retention azotée. Donc, on a une élévation de la créatinine, élévation de l'urine, élévation de l'acide urique avec d'autres toxiques uriniques. Donc, il faut faire un bilan biologique, sanguin et urinaire. Les troubles, les complications de l'insuffisance rénale aiguë, donc on a l'acidose métabolique, qui est une complication majeure. On a dit à court terme, c'est surtout l'acidose métabolique, l'hypercalémie qui va mettre le pronostic vital en jeu avec un risque de mort subite et anémie, trouble de l'hémostase et déficit immunitaire à un stade un peu plus avancé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'OAP, l'acidose métabolique et l'hypercalémie, qui est une complication majeure de l'insuffisance rénale aiguë et qui va mettre le vital en jeu. On peut avoir associé à cette insuffisance rénale aiguë, surtout si elle évolue vers une insuffisance chronique, une hypocalcémie, hyperphosphorémie et une hyperparathyroïdie. Donc, tout ça, c'est une complication endocrinienne de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, il y a d'autres manifestations de cette insuffisance rénale. On peut avoir des nausées, des vomissements, des gastrites, surtout si vous avez un syndrome urinique, c'est-à-dire si on a un acide urique qui est très élevé, c'est ce qu'on appelle le syndrome urinique, donc il risque d'entraîner un syndrome hémorragique qui peut aller jusqu'aux troubles neurologiques, souffrance cérébrale et altération de l'état général et l'état neurologique. On va rentrer dans la définition de la clairance. Donc, comment on va évaluer la fonction rénale? On va l'évaluer par le calcul de la clairance à la créatinine. Donc, la clairance rénale d'un corps, elle est représentée par le nombre de millilitres de plasma que le rein peut débarrasser totalement en une minute de ce corps. Et de là, on a vu tout à l'heure, c'est la créatinine qui est le marqueur biologique. Pourquoi? Parce que elle n'est pas filtrée par le rein, elle n'est pas réabsorbée et elle est peu sécrétée. Donc, elle reflète exactement, c'est un bon reflet de la filtration glomérulaire. Si vous avez une clairance à la créatinine, si elle commence à baisser, à diminuer, et avec une accumulation de la créatinine plasmatique dans le sang, c'est que la filtration glomérulaire de notre patient, elle est diminuée. Et quand la clairance à la créatinine, elle est diminuée de 50%, donc déjà la filtration glomérulaire, elle est diminuée de 50%. Comment on va calculer la clairance à la créatinine? Il y a plusieurs méthodes, mais celle qui a été recommandée par les experts et dans les recommandations de 2005, c'est la clairance de la créatinine par la formule UVP, c'est-à-dire qu'il nous faut une concentration urinaire, donc il faut aller sonder le malade, faire un recueil des urines. Ces urines, il faut les envoyer au laboratoire pour qu'ils nous donnent
la concentration urinaire de la créatinine, c'est-à-dire on va avoir une créatinine urinaire. On va faire un prélèvement sanguin pour la concentration plasmatique et bien sûr, on va quantifier notre diurèse, c'est le volume urinaire en millilitres par minute, donc UVP, et on va avoir une clairance à la créatinine. Est-ce que cette clairance à la créatinine reflète exactement la filtration glomérulaire? Bien sûr que non, puisqu'on a dit, dès qu'elle commence à diminuer, déjà la filtration glomérulaire, elle est déjà diminuée. Il faut dire qu'actuellement, on n'a pas de marqueur biologique qui va nous dire à quel moment la filtration glomérulaire est diminuée, et les recherches se font dans ce sens pour trouver un marqueur fiable de l'atteinte rénale. Donc, la clairance à la créatinine, les valeurs normales, elles vont de 120 plus ou moins 20 millilitres par minute. Donc, il y a une différence par rapport chez l'homme et chez la femme. Pourquoi? Parce qu'il y a prise en compte du poids. Et le poids chez l'homme et chez la femme, il est différent. De là, il y a un indice de calcul. La formule, celle qui est utilisée le plus, surtout chez nous dans les services de réanimation, c'est la formule de Gault et de Concroft. La formule de Gault et de Concroft pour le calcul de la clairance à la créatinine en millilitres par minute. Donc, on a 140 mois l'âge fois le poids en kilos fois l'indice de correction qui diffère de l'homme et de la femme sur 7,2 fois la créatinémie en milligrammes par litre. Donc, si le laboratoire vous donne en micromillimol, donc il faut le convertir en milligrammes par litre. Donc ça, c'est la clairance à la créatinine qui va nous permettre essentiellement le suivi de l'insuffisance rénale aiguë. Surtout pour nous, c'est pour l'adaptation des posologies des médicaments qu'on va utiliser en réanimation. 3 équations ou 3 formules sont utilisées pour l'estimation du débit de filtration glomérulaire. Donc, la première, celle qui a été établie en 1973, c'est la formule de Colt et Concroft. Celle qui a été utilisée par la suite, qui est très utilisée aux États-Unis, qui a été établie en 1997, c'est MDRD. Et celle qui a eu beaucoup de consensus, c'est le CKD-EPI. Mais le CKD-EPI, il a été établi surtout pour le calcul de la clairance à créatinine chez les malades qui sont en insuffisance rénale chronique. Donc, vous voyez la différence. La différence entre les deux dernières et celle qui est très utilisée chez nous, c'est le dosage de la créatinine plasmatique par les laboratoires. Nous, on a un dosage créatinine plasmatique qui est standard. Il n'est pas enzymatique. Ce n'est pas la méthode enzymatique. Donc, vous voyez que la créatine IDMS, elle est utilisée dans les deux formules. Et bien sûr, cette clairance, elle est calculée en millilitres par minute par rapport à une surface corporelle. Alors que dans le Concroft, c'est une clairance qui est calculée en millilitres par minute, c'est-à-dire par rapport à un débit urinaire. C'est vrai qu'on la considère comme la formule la plus juste, parce que c'est celle qui va vous donner une réelle idée sur l'atteinte rénale. Parce que vous avez un chiffre de créatinine dans le sang et dans les urines par rapport à un débit urinaire. Mais par rapport, si vous voulez évaluer votre filtration glomérulaire, c'est surtout le MDRD et le CKD, mais malheureusement, dans nos laboratoires, on n'a pas la créatinine par dosage enzymatique. Dans le Concroft, on prend en charge l'âge et on prend en charge le poids. Alors que dans les deux autres formules, on ne prend pas le poids en considération, mais on prend d'autres paramètres, à savoir l'âge, le sexe et la race. Donc, vous voyez que on essaye de trouver des formules qui vont nous donner un bon reflet de la filtration glomérulaire. Pourquoi avoir un bon reflet de la filtration glomérulaire? C'est surtout pour décider du temps de l'épuration extra-rénale. Est-ce que mon malade a une chance de récupérer une fonction rénale ou bien est-ce que je vais passer à l'épuration pour qu'il puisse récupérer sa fonction rénale plus ou moins rapidement? Ça, c'est le diagnostic, l'utilisation
le CKD-EPI, qui est surtout utilisé dans le diagnostic de l'insuffisance rénale chronique. Dans les pays développés, ils font ce genre de diagnostic pour le suivi de l'insuffisance rénale chronique, c'est pour détecter le moment de la transplantation rénale. Parce que eux, ils évitent le recours à l'hémodialyse pour transplanter le malade. Donc, il est déjà transplanté avant qu'il arrive à l'hémodialyse. Donc, la clairance à la créatinine, donc, de la formule Cancroft-Décolte, il nous permet l'adaptation des posologies des médicaments, mais il ne donne pas il nous permet d'estimer la clairance, mais il ne donne pas un bon reflet de la filtration glomérulaire. Et pour avoir un bon reflet de la filtration glomérulaire, il faut utiliser l'équation, le CKD-EP, donc qui n'est pas encore disponible dans nos laboratoires. On est toujours à la recherche d'un autre marqueur biologique, comme par exemple la troponine rénale. Vous savez que dans l'infarctus du myocarde, le dosage de troponine va nous donner la séquence de l'atteinte myocardique. Idem pour l'atteinte rénale, on est toujours à la recherche d'une troponine rénale que, une fois diagnostiquée précocement, va vous renseigner sur l'atteinte rénale. Mais jusque-là, tous les marqueurs qui sont en utilisation à l'étranger, ils sont coûteux et ils n'ont pas encore fait leur efficacité par rapport sur le plan clinique. Donc de là, on reste toujours fidèle à la créatinine plasmatique qui est le seul marqueur disponible chez nous actuellement. L'évolution de l'insuffisance rénale aiguë, donc on a des complications, les complications qu'il faut toujours chercher, l'hypercalémie, donc il faut toujours faire un ionogramme sanguin pour voir s'il n'y a pas une hypercalémie qui peut nécessiter une opération, l'OAP et l'encéphalopathie urémique, qui sont des complications majeures et qui sont des critères d'indication d'épuration extra-rénale. Donc, l'évolution en général, la fonction rénale, les facteurs de pronostic, c'est la fonction rénale antérieure, le type d'insuffisance rénale aiguë, la nécrose tubulaire, elle met plus du temps pour récupérer qu'une insuffisance rénale obstructive où on va lever l'obstacle rapidement, donc le patient va récupérer sa fonction rénale, ou bien la fonctionnelle, dès que vous réhydratez, vous corrigez la cause et le malade va récupérer sa fonction rénale plus ou moins rapidement. Il y a certains facteurs de pronostic vital qui dépendent du terrain du patient, le nombre de défaillances viscérales associées, et on a dit en général, la gravité de l'insuffisance rénale aiguë, elle n'est jamais seule, elle se voit en général dans un tableau d'atteinte multiviscérale avec beaucoup de complications secondaires associées. Donc, il faut passer la prévention est la meilleure, surtout quand il s'agit de certains facteurs de risque chez les malades diabétiques, âgés, athéromateux, des malades qui ont une insuffisance rénale chronique, des malades qui sont sous beaucoup de médicaments, qui sont élimination rénale et qui peuvent entraîner à la longue des complications rénales. Il faut reconnaître les médicaments à risque, donc il faut les surveiller. S'ils sont prescrits, si on est obligé de les donner, il faut les surveiller. J'ai mis en rouge les diurétiques parce que, attention, les diurétiques, ils n'ont d'indication dans l'insuffisance rénale aiguë s'il y a OAP et hypercalémie. Si vous avez un malade qui est oligo-anurique, ne donnez pas de diurétique pour feuilleter le rein, pour relancer la diurèse, pour faire uriner le malade. On a dit l'oligo-anurie, le malade, il est en train de compenser, surtout dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc, il faut la respecter. Les diurétiques n'ont pas leur place dans l'insuffisance rénale fonctionnelle. Il faut réhydrater le malade. Si votre malade, après réhydratation, n'a pas répondu à la réhydratation, donc c'est qu'il faut le dialyser. Les diurétiques, ils sont réservés pour l'hypercalémie en attendant de dialyser le malade et l'OAP en attendant de dialyser le malade. Bien sûr, il faut une surveillance stricte de tous les traitements qu'on donne, les antibiotiques, surtout les aminosides et les glycopeptides qui sont très utilisés actuellement dans les services de réanimation. Et bien sûr, les autres thérapeutiques, surtout chez les malades chroniques. Voilà, ça, c'est les facteurs de risque qui peuvent être associés à l'insuffisance rénale aiguë. On a des facteurs
non modifiables et on a des facteurs modifiables qui sont fonction de la clinique et des facteurs externes. Donc, vous allez le lire, c'est les facteurs sur lesquels on peut agir et sur les facteurs qui sont en rapport avec pathologies associées aux patients. Donc, devant toute insuffisance rénale aiguë, donc il faut d'abord faire un sondage pour le recueil des urines et pouvoir faire une chimie urinaire qui va nous renseigner sur le type d'insuffisance rénale aiguë. S'agit-il d'une insuffisance rénale fonctionnelle ou organique? Il faut faire bien sûr échographie pour éliminer un obstacle et voir l'état des reins. Est-ce que c'est une insuffisance rénale aiguë ou bien insuffisance rénale chronique? Et bien sûr, il faut faire toutes les explorations nécessaires, à savoir ECBU, chimie urinaire complète, protéinurie des 24 heures, électrophorèse de protéines pour essayer de trouver une étiologie parce que le traitement, il est à la fois symptomatique et étiologique. Le traitement, il est basé sur le maintien d'une perfusion rénale efficace, donc il faut bien sûr perfuser le malade, donc devant toute insuffisance rénale aiguë, donc pourquoi pas placer une PVC? Si vous avez une PVC basse, donc vous allez remplir votre malade, donc c'est un remplissage guidé. Et si le remplissage n'a pas donné, à ce moment-là, il faut aller sur l'épuration extra-rénale. Sauf si votre malade fait OAP ou hypercalémie, vous allez donner des diurétiques. Mais le traitement essentiel de l'insuffisance rénale aiguë, c'est le maintien d'une perfusion rénale efficace, soit transfusion sanguine, soit des protéines, soit du sérum salé, en fonction de l'étiologie de votre hypoperfusion. Donc, l'insuffisance rénale aiguë, c'est la restauration de la perfusion rénale, réhydratation, remplissage. Et après, s'il y a un échec au remplissage et votre malade il est en état de choc, on va avoir recours aux amines vasopresseurs. Donc, le traitement de l'insuffisance rénale obstructive, bien sûr, c'est le lever de l'obstacle. Et dans l'insuffisance rénale parenchymateuse, donc, il y a un traitement symptomatique, il y a un traitement étiologique. Donc, il faut aller chercher la cause qui est à l'origine de cette atteinte rénale. Sinon, c'est le traitement, comme le traitement de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc, il faut rétablir la volémie, il faut chercher la cause et traiter la cause. Donc, traitement étiologique, il est important. Quels sont les critères d'utilisation ou le recours à l'épuration extra-rénale? Aujourd'hui, il n'y a pas un critère biologique qui vous dit qu'il faut aller dialyser le malade. Il y a des critères qui vous incitent à penser à l'épuration extra-rénale. Chaque fois que vous êtes en face d'une oligoanurie qui dépasse les 12 heures, donc il faut penser à la dialyse. Si vous avez une anurie plus de 12 heures, il faut penser à l'épuration. Si vous avez une acidose métabolique, si vous avez une hyperazotémie, si vous avez une hypercalémie avec des signes cliniques, donc il faut dialyser le malade. Les experts ont laissé le clinicien mettre à bord. On doit penser à l'épuration extra-rénale et devant tout critère de gravité, il faut aller dialyser le malade. Et les auteurs préconisent, dès qu'il y a 2 facteurs d'épuration extra-rénale, il faut aller dialyser le malade. L'épuration extra-rénale, elle va permettre l'élimination des produits de déchets, le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique de l'organisme au moyen d'un échange de soluté d'eau au travers d'une membrane semi-perméable. Aujourd'hui, on peut faire une hémodialyse intermittente, c'est la dialyse conventionnelle qu'on connaît tous. Chez les malades qui sont intransportables vers les services d'hémodialyse, c'est l'hémofiltration. Et dans l'hémofiltration, il y a plusieurs modalités thérapeutiques, hémodiafiltration, hémofiltration, etc. Et aucune technique n'est supérieure à l'autre. Donc, vous êtes en général face à un malade, un contexte clinique. Donc, vous allez utiliser une méthode qui convient à votre malade en fonction du matériel qui est disponible dans votre service. Et bien sûr, vous allez utiliser la technique que vous maîtrisez le plus. En conclusion, la fréquence de la lésion rénale augmente dans les services de réanimation parce qu'on utilise beaucoup de thérapies, beaucoup de médicaments. Donc, les malades ils sont exposés à l'insuffisance rénale aiguë, un risque d'insuffisance rénale chronique important par la suite. Donc, il faut que coûte prendre, mettre un traitement précoce pour essayer de récupérer fonction rénale. Le diagnostic, il est souvent tardif, mais actuellement,
on pense de plus en plus à l'insuffisance rénale, donc on fait beaucoup. De nouveaux biomarqueurs sanguins et urinaires sont en cours d'évaluation clinique qui vont permettre aux cliniciens de faire un diagnostic précoce de l'insuffisance rénale aiguë. Et qui dit un diagnostic précoce dit un traitement précoce. Ceci va permettre d'envisager à terme de véritables stratégies de prévention et de protection du rein en période d'agression. Et il faut dialyser pour bien nourrir et non pas réduire les apports pour moins dialyser. C'est-à-dire, c'est ça le message. C'est pas parce que vous avez un malade qui fait une insuffisance rénale, vous allez dire non, c'est un malade qui a une insuffisance rénale aiguë, je ne vais pas le remplir, je vais diminuer les apports. Pourquoi? Parce qu'il risque de passer à la dialyse. Non. Si le malade a besoin d'être réhydraté, il faut le réhydrater. Et si le malade a besoin d'être dialysé, il faut le dialyser. Et s'il a besoin de dialyse et de réhydratation, on peut faire les deux en même temps. On peut l'alimenter et on peut le réhydrater et on peut le dialyser, car aujourd'hui, l'épuration extra-rénale, elle est très disponible avec des protocoles bien clairs. Donc, voilà ce que j'avais à dire et je suis à vous pour les questions. Merci. Merci beaucoup, Salima. Merci. C'était clair. C'était très clair. Alors, Maintenant, les résidents, si vous avez des questions, allez-y. C'est le moment sur l'insuffisance rénale. Tout ce qu'elle vous a dit, les différentes étiologies, les diagnostics, les différents paramètres. Alors, y a-t-il des questions? Ou c'était très compris par tout le monde? Bon, j'ai essayé de simplifier le plus possible. Il est vrai que c'était clair, hein, mais bon. Oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'insuffisance rénale aiguë, aujourd'hui, elle est très fréquente en post-opératoire, aux urgences, en réanimation. On la voit partout. Donc, il faut savoir bien interpréter les chiffres. Il faut bien éliminer et chercher les causes pour pouvoir bien prendre en charge l'insuffisance rénale aiguë. Le diagnostic, la démarche diagnostique, elle est claire aujourd'hui. Donc, je pense que en dehors de l'indication de l'opération extra-rénale, quand est-ce qu'il faut dialyser le malade, ça, c'est en général, c'est collégial. C'est toute une équipe qui va discuter ensemble à quel moment il faut passer à la dialyse. Voilà. Apparemment, j'ai des messages de dire que c'est clair, c'était clair. Donc, ok, je crois que c'était clair, Salima. Merci beaucoup. Oui. Ben, merci. Merci beaucoup. Donc, merci. Merci à toi. Donc, ok, merci à toi. Bon courage aussi. Bon courage à tout le monde. Rendez-vous dimanche prochain, les résidents, pour probablement 2 cours le dimanche prochain. Ok, je quitte. Allez. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Recording stopped.